donc autour de la prise en charge des troubles alimentaires en service de néphrologie et d'hémodialyse. Ça y est, c'est tout bon. Donc le plan, nous allons donc regarder le contexte, les troubles alimentaires qui représentent ce qui se passe en service de néphrologie et d'hémodialyse. On va regarder un peu les conséquences, comment au niveau diététique on peut limiter les conséquences, ce qui se vit à domicile, à l'hôpital, et la place des soignants et des familles et les perspectives d'avenir. Le contexte, donc on a affaire souvent à des enfants, des jeunes enfants qui sont atteints d'insuffisance rénale chronique à un stade plus ou moins avancé, voire en hémodialyse. Donc ces stades entraînent des perturbations des constantes sanguines, d'augmentation de l'urée, plus ou moins des minéraux. Donc au niveau diététique, on nous demande d'avoir un apport énergétique suffisant pour que l'enfant grandisse, pour éviter le catabolisme des protéines et qu'elles soient utilisées en anabolisme. Il faut bien savoir que s'il y a une augmentation de gluten, ça veut dire que l'apport en protéines est limité. On va faire un choix dans les aliments. Il faut savoir que plus l'enfant est petit, plus le choix va être complexe. Et certains aliments vont être interdits pendant quelques temps et petit à petit intégrés. L'apport hydrique est souvent libre, voire augmenté, et suivant les pathologies, il peut être fortement restreint. Donc voilà, solution diapositive suivante. Les troubles alimentaires entraînés par l'insuffisance rénale, donc ce sont un manque d'appétit, une anorexie organique. Secondairement, elle peut être psychogène. Les enfants sont nauséeux, ils ont des vomissements fréquents, et ils ont aussi des réflexes nauséeux. L'insuffisance rénale entraîne une altération du goût, donc on n'a pas faim, les aliments ont un goût différent. Au niveau de la vidange gastrique, celle-ci est ralentie. La durée du repas de ce fait est augmentée, donc il y a un risque d'altération avec la relation parent-enfant, puisque le repas ne devient plus un lieu de plaisir. Et pour les parents, si l'enfant ne mange pas, il y a une atteinte de l'image parentale. Je ne sais pas bien nourrir mon enfant, je suis un mauvais parent. Donc tout ça entraîne des retards staturo-pondérales et psychomoteurs. Comment peut-on limiter un petit peu la situation? Au niveau diététique, on va essayer de proposer des petits repas répartis sur la journée, des petits repas qui vont être enrichis, avec un maximum de calories dans un petit volume. Souvent, l'alimentation va être fade, sans sel, donc ça n'aide pas. Surtout qu'on a actuellement une alimentation qui est très salée, donc on va essayer d'utiliser des épices, des herbes aromatiques. On va essayer aussi de garder les fruits alimentaires quand c'est possible. Ce n'est pas toujours évident. On peut parfois être amené à proposer une nutrition entéral à débit continu, donc qui peut être soit la nuit, soit la sieste, soit dans la journée. Soit on va essayer aussi parfois de répartir après chaque repas, pour perturber le rythme faim-satiété et respecter le rythme physiologique. Parfois, on peut être amené à mettre une parentérale qui peut être la nuit ou pendant un temps assez court. Et bien sûr, l'accompagnement psychologique est indispensable. À la famille, qu'est-ce qui se passe? Donc les repas. Donc, il ne faut pas oublier que le repas, c'est quand même logiquement un moment de convivialité, de plaisir, d'échange, où toute la famille est réunie, souvent plutôt le soir, où on va partager avec une découverte des saveurs, des textures. Il va y avoir vraiment une relation importante avec les différents partenaires, que ce soit les enfants, etc., les enfants, les parents. Donc, on va éviter qu'il y ait une exclusivité, on va essayer que le repas soit compris en famille. Et il faut éviter que le repas soit un temps de conflit, une source de culpabilité d'un parent, et que l'enfant ne joue pas un peu de sa toute-puissance. Je ne veux pas manger, tu vas voir, je ne vais pas manger. Donc, vraiment, il faut être inventif au niveau de la famille. Comment on peut faire que le repas reste un moment bien vécu, agréable pour tout un chacun. Donc, facilement, on va proposer une nutrition à débit continu, qui est bien sûr un soin invasif, mais qui va permettre d'accepter que les repas soient partis en entier, ou pas du tout, consommés en petites parties, parce que les parents savent que l'enfant aura ce qu'il faut en calories, en énergie, en minéraux et vitamines, malgré tout. Donc, on est soulagé. Donc, ce qui fait que ça diminue la culpabilité aussi bien des parents, mais aussi éventuellement de l'enfant. Et on essaie que le repas reste un temps de plaisir partagé. À l'hôpital, qu'est-ce qui est proposé dans les services? Alors, pour les enfants qui ont des troubles alimentaires, on va essayer de proposer des petits ateliers de patouille, c'est-à-dire qu'il va y avoir des possibilités de mettre les mains dans de l'eau, de mettre les mains dans la farine, et ça va se faire par étapes, toucher des aliments des petites billes qui bougent, ça fait de la pâte à modeler, donc pour essayer de s'apprivoiser les différentes textures pour petit à petit après pouvoir les porter à la bouche et les consommer.
Donc, on va proposer des petits repas qui vont être servis particulièrement en dialyse à des enfants qui sont hémodialysés donc, pendant la séance et après la séance de dialyse. Il faut savoir que ce qui va être un petit peu consommé à l'hôpital sera aussi consommé à la maison. Si à l'hôpital, on ne laisse pas manger, s'ils ne mangent pas, ben, à la maison, on ne laissera pas manger. Donc, il faut essayer d'éduquer aussi qu'à l'hôpital, on propose des petits repas pour qu'à la maison, on propose, même si ce n'est pas forcément consommé. Donc, on a à l'hôpital des épices qui sont proposées à disposition. Hein, et on a aussi de l'huile épicée. Vous savez, l'huile pour la pizza, l'huile épicée pour la pizza, c'est quelque chose qui marche bien. Nous avons aussi un jardin avec des herbes aromatiques qui est cultivé sur une des terrasses du service, donc avec de l'amande, avec aussi du coriandre, avec de l'estragon. Il y a des réunions pluridisciplinaires qui sont proposées ensemble pour discuter avec les différents partenaires, que ce soit les infirmières, les aides-soignantes, les auxiliaires de puéricultrice, pour voir au niveau des repas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a des ateliers diététiques qui sont faits autour de la boisson, du sodium, du potassium, des protéines, mais aussi au niveau de la convivialité. Et puis il y a des ateliers chef-cuisine, c'est-à-dire qu'il y avait un enfant hémodialysé avec particulièrement, c'était souvent un infirmier, qui préparait un repas de chez eux et qui était proposé aux chefs de service, mais aussi au personnel médical et paramédical. Et il y avait un jury pour dire quel était le meilleur, ce qu'on avait apprécié. Donc, ce qui fait que les enfants redécouvraient le plaisir de manger et aussi d'inventer ce qu'on pouvait faire pour mettre l'épice. Il y a des ateliers cupcakes, c'est-à-dire qu'il y a des tickets qui sont apportés et on va déposer dessus des petits bouts de chocolat, des petits vermicelles de toutes les couleurs, différentes petites choses. Et les enfants le mangeront pendant la dialyse. Donc ça les apprend petit à petit à goûter certaines choses. Il y a aussi des groupes de parole avec des psychologues, des diététiciens, avec des parents dont les enfants ont une EDC et d'autres parents où l'enfant n'a plus d'NEDC, donc découvrir que bah, lui c'est que pour un temps et que ça se vit et qu'après l'enfant va manger, donc ça rassure tout le monde. Donc, alors, la place des soignants et de la famille. Donc l'alimentation est vraiment un soin à part entière, et même si on ne prend qu'une cuillère ou 2 cuillères à café d'un petit repas, c'est important et c'est un soin. Et comme tout soin, on a besoin de s'installer, d'être dans des bonnes conditions, tant à l'hôpital qu'à la maison. Donc il faut installer l'enfant dans une position qui va être confortable pour lui, et dans un environnement où il ne va pas forcément y avoir la télévision ou plein de choses distractives. Par contre, certaines fois, on peut aider l'enfant à manger avec une petite chanson, une petite cantine, enfin, on s'amuse à faire l'avion et puis on propose à manger, enfin, différents petits jeux. Mais il faut faire attention particulièrement aux écrans, c'est ce que nous faisons aussi avant, hein, parce que les écrans parfois court-circuitent et parfois l'écran ou le téléphone peut devenir l'instrument pour faire ouvrir la bouche à l'enfant. Alors attention à ce genre de danger. Il y a du savoir des parents. Savoir que les parents, c'est eux qui ont l'enfant 24 heures sur 24 à la maison. Donc il faut vraiment savoir entendre ce qu'ils disent, qu'est-ce que l'enfant est capable de manger, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison, comment se passe est-ce qu'il y a des vomissements, comment se passe un EDC, à quel débit c'est, est-ce qu'il faut mettre plus ou moins tôt. Vraiment s'adapter et vraiment écouter la famille dans ses besoins, dans sa culture, et les associer sur du long terme. Et c'est un dialogue permanent. Les petits, on a souvent les parents très très souvent au téléphone, plusieurs fois par semaine pour régler les problèmes. Pourquoi tout ça ne suffit pas? Donc, au-delà des troubles alimentaires, l'enfant peut développer des troubles de l'oralité qu'il va falloir repérer. Donc, ça veut dire qu'il va reprendre à zéro l'appropriation de l'acte alimentaire qui n'a pas pu se vivre de façon correcte pour différentes raisons, avec des conséquences multiples. Ça peut être dû à des gestes qui ont été invasifs, la pose de la NEDC, des contraintes de la pathologie qui ont obligé des gestes qui n'ont pas permis que l'enfant puisse s'approprier tout l'acte alimentaire parce qu'il a été gêné dans ses mouvements, etc. Donc, quelles sont les perspectives? Pour bien développer, l'enfant en insuffisance rénale a vraiment besoin d'une alimentation qui est adaptée. Donc celle-ci entraîne des contraintes et donc on sait un important retentissement relationnel. Donc il faut vraiment qu'il y ait une très bonne collaboration avec tous, dans le respect des parents, de l'équipe médicale, paramédicale, mais aussi de l'enfant. Donc paramédicale, que ce fasse du diététicien, du psychologue, de l'orthophoniste,
les kinésithérapeutes, mais aussi infirmiers, auxiliaires, aides-soignantes, éducateurs, animateurs, soignants. Qu'est-ce qui se passe dans le service? Donc, il y a des ateliers découverts d'épices, de leur saveur, de leur utilisation, il y a des ateliers de cuisine, des ateliers autour de l'oralité, donc ça c'est une prise en charge spécifique. Donc actuellement il existe un atelier, un groupe d'oralité qui est particulièrement composé d'une aide-soignante et d'une infirmière, qui est puricultrice. Donc c'est vraiment de l'ordre d'une approche pluridisciplinaire qui permet une prise en charge optimale du nourrisson. Et au-delà de la pathologie, il faut vraiment que l'acte alimentaire reste un temps d'échange, de plaisir, de convivialité. Je vous remercie. Eh ben, merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce qu'il y a quelques questions? Donc, voilà, on ne retrouve pas des questions. Alors, je vais vous présenter la nouvelle modératrice de l'après-midi, Delphine Brière, qui a pris le relais de Magali Marchal. Et puis, voilà, moi aussi, je vais passer la main à Amélie Clément qui prend le relais que vous retrouverez ensuite. Et donc, voilà, je passe donc la parole à Delphine Brière pour présenter ça.